J'ai eu 40 ans et je me suis organisé une fête d'anniversaire. Personne n'est venu, pas même ma femme. Une semaine plus tard, ma femme m'a envoyé une facture de $1800 pour la fête de son père. Aucune excuse, juste 20 muellins. J'ai envoyé $1, je les ai coupés, et 2 jours plus tard, la police était à la porte de mon bureau. Voilà le truc avec les 40 ans, tout le monde fait comme si c'était censé être une étape importante, pas vrai? Comme si on était officiellement passé de jeune et stupide à distinguer les sages, ou un truc du genre. Eh bien, laissez-moi vous dire ce que ça fait d'avoir 40 ans. C'est comme se retrouver devant le miroir de sa salle de bain à 6h30 du matin, à contempler des cheveux gris qui n'étaient définitivement pas là la semaine dernière, en se demandant quand exactement on est devenu le genre de personne qui s'emballe vraiment pour une bonne nuit de sommeil. Mais vous savez quoi? Au diable le bruit. J'ai décidé de ne pas laisser filer cet anniversaire comme un mardi de mars oubliable. Non, monsieur. Jared Blake allait se faire plaisir pour une fois, et il n'allait pas rester les bras croisés à attendre que les autres le fassent. Car s'il y a une chose que j'ai apprise en presque 40 ans sur ce rocher, c'est que pour que quelque chose soit bien fait, il vaut mieux le faire soi-même. Alors, j'ai fait ce que tout homme qui se respecte et qui a atteint le sommet de la gloire ferait, je me suis mis à planifier à fond. On parle de précision militaire, les gars. J'ai passé 3 semaines à chercher des lieux, et croyez-moi, trouver l'endroit idéal dans cette ville, c'est comme chercher une place de parking décente au centre commercial pendant Noël. Presque impossible, et bien plus cher que prévu. Mais je l'ai finalement trouvé. Ce petit salon intime du centre-ville, le Velvet Room. Le genre d'endroit avec ses murs en briques apparentes, sa lumière ambrée chaleureuse qui donne l'impression que tout le monde sort d'une pub pour whisky, et surtout, un saxophoniste live qui rendrait même l'annuaire téléphonique romantique. Franchement, j'étais sacrément fier d'avoir réservé cet endroit. La gérante, une femme cool nommée Sophia avec des mèches violettes dans les cheveux, m'a fait visiter l'espace et m'a expliqué comment ils avaient aménagé l'espace à la perfection. On parle d'un éclairage d'ambiance à rendre Sinatra jaloux, de tables basses parfaitement positionnées pour les rencontres et d'une petite scène où le saxophoniste pourrait exercer sa magie. Elle m'a même suggéré l'emplacement idéal pour le gâteau, juste sous ce magnifique lustre vintage qui projetait des ombres incroyables sur les murs. En parlant de gâteau, j'ai passé beaucoup trop de temps à la boulangerie à expliquer exactement ce que je voulais. Le pâtissier, un Italien d'un certain âge nommé Jep, qui me prenait visiblement pour une folle de me soucier autant de la consistance du glaçage, a finalement compris ma vision. Une base chocolatée simple mais élégante avec de la crème au beurre à la vanille et une inscription en gras sur le dessus. Jared toujours en train de se lever. Ouais, c'était peut-être un peu ringard, mais vous savez quoi? Parfois, un homme a besoin de se créer sa propre équipe de promotion. Puis sont arrivées les invitations. Je les ai confectionnées comme si j'annonçais le mariage royal ou quelque chose du genre. Du papier cartonné élégant, une police élégante, tout le tralala. Je les ai envoyées à tous ceux qui comptaient. Mes parents, mes copains de fac, mon équipe de travail, quelques voisins devenus de véritables amis au fil des ans. Mais l'invitation la plus importante, celle-là, était destinée à Marisol, ma femme depuis 8 ans, celle qui était censée être ma partenaire dans toute cette folie de la vie. J'avais une vision complète. Voyez-vous, je la voyais marcher, vêtue de cette robe rouge. Elle est absolument canonne dans celle qu'elle portait au mariage de sa cousine l'année dernière, qui faisait oublier leur nom à tous les hommes présents. Je l'imaginais rire à mon message pour le gâteau, lever les yeux au ciel avec cette tendresse qu'elle avait l'habitude de faire quand je m'excitais trop pour une bêtise. Je nous imaginais trinquer au champagne, elle faisant un de ces discours qui rappelleraient à tout le monde pourquoi il nous aimait en tant que couple. Zut, j'imaginais même le saxophone jouer comme tu le fais ce soir pendant qu'on dansait dans ce petit espace près du bar. La nuit est arrivée et je suis arrivé à 18h30 pile, vêtu de mon plus beau costume, le bleu marine qui me va parfaitement depuis que j'ai repris la salle de sport. L'endroit était parfait. Sophia s'était surpassée pour la mise en scène. L'éclairage était absolument parfait, et le saxophoniste s'échauffait déjà avec un Miles Davis bien trempé. Je me suis posté près de l'entrée, tel un hôte impatient à une soirée, consultant ma montre et mon téléphone toutes les 30 secondes. 19h est arrivé. Pas de problème, n'est-ce pas? Les gens sont à la mode en retard ces temps-ci. Tout le monde est coincé dans les embouteillages, cherche une place de parking, ou quoi que ce soit d'autre. J'ai commandé une bière à Nico, le barman. Ce type décontracté avec des tatouages sur les manches qui semblait avoir vu toutes les situations humaines se dérouler dans son bar.
Il m'a servi une pinte parfaite et m'a fait un signe de tête entendu qui signifiait « T'inquiète, mec. Ils vont se montrer. » 20 heures est passé. Le saxophoniste est passé du jazz entraînant à quelque chose de plus lent et plus calme. Peut-être que les gens étaient vraiment en retard. Peut-être y avait-il un énorme embouteillage dont je n'avais pas entendu parler. J'ai vérifié le message groupé que j'avais envoyé avec tous les détails, mais personne ne répondait. J'ai appelé mon pote Marcus, directement sur la messagerie. J'ai essayé ma sœur Jenny, pareil. J'ai même envoyé un message à ma mère, qui répond généralement plus vite qu'un adolescent qui a le béguin. À 21 heures, la vérité m'a frappé comme un train de marchandises, chargé de déception et enveloppé de gêne. Personne ne viendrait. Ni mes amis de fac avec qui j'étais resté en contact pendant 20 ans. Ni mes collègues de travail que j'avais couverts lors de leurs urgences personnelles. Ni ma famille que j'avais soutenue lors des divorces, des pertes d'emploi et de toutes les autres crises que la vie leur avait réservées. Et le plus douloureux, pas Marisol. Pas ma femme, qui était censée être mon soutien indéfectible, ma constante, ma personne. J'étais assis là, dans ce magnifique salon, entouré de chaises vides et de tables dressées pour des invités qui avaient clairement mieux à faire, et j'essayais de digérer ce qui venait de se passer. Le saxophoniste jouait maintenant quelque chose de lent et de mélancolique, comme s'il sentait l'ambiance changer dans la salle. Les autres clients me lançaient des regards furtifs. Le type assis là. Pas désolé pour les 86 000 $ que sa famille avait prélevés sur mon compte en banque, mais désolé d'avoir ignoré mon anniversaire. C'était un début, je suppose, mais c'était aussi exactement le genre d'excuses limitées que j'avais appris à attendre de la part de gens qui regrettaient seulement de s'être fait prendre. Je ne me suis pas précipité pour lui pardonner. J'avais passé trop d'années à accepter des excuses sans enthousiasme et des reconnaissances partielles d'actes répréhensibles, traitant des miettes de responsabilité comme s'il s'agissait d'un repas complet de véritables remords. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et ramassé ma boule de bowling. « Tu veux un bol, un cadre ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête et nous avons joué une image sans parler. Il y avait là quelque chose de presque méditatif. Le poids de la balle, le bruit des quilles qui tombent, la simple physique de la visée et du suivi. C'était la première interaction honnête que Grégory et moi avions jamais eue, car personne ne demandait d'argent et personne ne cherchait d'excuses pour expliquer pourquoi ils en avaient besoin. J'ai réussi un strike décent. Grégory a réussi à faire tomber 8 quilles en 2 lancers, ce qui était respectable pour un homme qui vendait ses biens les plus précieux pour rembourser ses dettes. Nous avons observé la technique de chacun avec le genre d'attention qui n'avait rien à voir avec le bowling mais tout à voir avec le fait d'essayer de trouver comment avoir une conversation sur 8 ans de dysfonctionnement financier. Finalement, alors que je faisais la queue pour ma prochaine image, Grégory a repris la parole. J'ai appris à mes enfants que l'argent répare tout, dit-il, sa voix à peine audible par rapport au bruit des quilles qui s'écrasent et à la musique des années 80 qui résonne dans l'allée. C'était mon erreur. C'était là. Pas un aveu complet de culpabilité, pas une reconnaissance des dommages spécifiques que sa famille avait causés à mon bien-être financier et émotionnel, mais quelque chose qui ressemblait au début d'une véritable honnêteté. Il avait élevé ses enfants dans la conviction que l'argent des autres pouvait résoudre leurs problèmes. Et maintenant, ils étaient tous confrontés aux conséquences de cette philosophie. J'ai terminé mon lancer, une pièce de rechange, qui me semblait appropriée, et je me suis tourné vers lui. Apprenez-leur ce que coûte le respect, dis-je. Ce n'était pas cruel, mais ce n'était pas non plus du pardon. C'était tout simplement la vérité. Le respect coûte quelque chose. Et depuis trop longtemps, sa famille l'obtenait gratuitement pendant que je payais les factures. Nous nous sommes serrés la main. Puis le genre de poignée de main qui appartient aux fins plutôt qu'au début. C'était ferme, bref et définitif. Pas la poignée de main de la réconciliation, mais la poignée de main de 2 hommes qui ont enfin compris où ils en étaient l'un par rapport à l'autre. J'ai payé ma place et suis parti sans un autre mot. Je suis sorti sur le parking avec le sentiment que je venais d'être témoin de quelque chose d'important. Pas une fin heureuse, pas un moment de pardon dramatique ou de réunion de famille, mais quelque chose de plus calme et de plus réel. La reconnaissance que certaines relations ne survivent pas à la transition du dysfonctionnement à l'honnêteté. En rentrant chez moi jusqu'à mon hôtel, j'ai réfléchi à la différence entre s'excuser pour des actions spécifiques et s'excuser pour les défauts de caractère qui rendaient ces actions inévitables. Grégory était désolé d'avoir ignoré mon anniversaire, mais je n'étais pas sûr qu'il soit désolé d'élever des enfants en pensant que l'amour s'accompagnait de factures. Il était désolé d'avoir été blessé,
mais je n'étais pas sûr qu'il soit désolé d'avoir créé une culture familiale où me blesser était considéré comme un dommage collatéral acceptable dans leur quête de confort financier. Mais tu sais quoi? C'était à Grégory de le découvrir, pas à moi. J'avais passé 8 ans à essayer de réparer les relations des autres avec de l'argent et des responsabilités, et tout ce que cela m'avait apporté, c'était une fête d'anniversaire vide et une demande légale de 86 000 $ de dédommagement. À partir de maintenant, la seule personne que j'étais chargé de réparer était moi-même. La lueur néon du bowling a disparu dans mon rétroviseur et je me suis dirigé vers ma chambre d'hôtel, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Certaines conversations se terminent par le pardon, d'autres par la colère et d'autres encore par la compréhension tranquille que certains chapitres de votre vie sont enfin définitivement clos. C'était comme le troisième type à la maison. Et c'était étrange de voir à quel point l'hôtel commençait à me ressembler davantage que la maison pour laquelle je payais une hypothèque depuis 3 ans. Je me suis assis au petit bureau près de la fenêtre et j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des mois. J'ai écrit des règles, pas des suggestions, pas des lignes directrices, pas le genre de frontières insensées qui se dissolvent dès que quelqu'un commence à pleurer sur la loyauté familiale, mais de véritables règles non négociables sur la façon dont j'allais vivre le reste de ma vie. J'ai pris une de ces petites notes autocollantes jaunes dans les fournitures du bureau de l'hôtel et j'ai écrit soigneusement en lettres majuscules. Premièrement, je suis un mari, pas un portefeuille. Deuxièmement, si l'amour a besoin d'une facture, ce n'est pas de l'amour. Troisièmement, les limites demeurent même lorsque les gens sont bruyants. Troisièmement, des règles suffisamment simples à retenir, suffisamment spécifiques à appliquer et suffisamment complètes pour couvrir à peu près tous les types de manipulations financières que la famille m'a imposées au cours des 8 dernières années. J'ai collé la note sur le bord de l'écran de mon ordinateur portable, là où je la voyais à chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur. Un petit rappel jaune que j'apprenais enfin à me mettre en avant. Comme si l'univers voulait tester ma détermination immédiatement, mon téléphone a sonné avec un SMS de Priya. Dernier transfert. Il leur manque encore. Je vais poursuivre le reste. J'ai regardé le message pendant un long moment. Réfléchir à ce que signifie poursuivre le reste en termes juridiques. Plus de lettres, plus de délais, éventuellement des dates d'audience et des dépositions, et toute la machinerie coûteuse et chronophage du système judiciaire, détruisant ce qui restait de ma relation avec la famille de Marisol. Continuer, j'ai tapé 2 lettres, 7 caractères, mais c'était comme signer une déclaration d'indépendance après 8 ans de servitude financière. Quoi qu'il arrive ensuite, qu'ils aient récupéré le reste de l'argent, que nous ayons fini au tribunal, que tout ce gâchis ait détruit ce qui restait de mon mariage, j'en avais fini d'être la personne qui absorbait les conséquences des autres pendant qu'ils devaient continuer à commettre les mêmes erreurs encore et encore. Une fois cette décision prise, j'ai fait quelque chose qui me semblait presque rebelle dans sa simplicité. Je me suis commandé un gâteau d'anniversaire. Pas d'une boulangerie chic avec des produits artisanaux et biologiques, mais de la petite boulangerie du coin devant laquelle je passais chaque matin pour aller chercher un café. Le genre d'endroit où le propriétaire connaît le nom de chacun et où les gâteaux ont le goût d'anniversaire d'enfance au lieu d'occasion de photos Instagram. Jep, le même boulanger italien qui avait préparé mon gâteau d'anniversaire original, celui que j'avais mangé seul dans ce magnifique salon vide, m'a immédiatement reconnu. Monsieur Jared, a-t-il dit avec le genre d'enthousiasme sincère qui m'a rappelé pourquoi j'avais aimé ce quartier en premier lieu. Comment s'est passée la fête? J'aurais pu mentir. J'aurais pu lui dire que c'était merveilleux, que tout le monde adorait le gâteau, que c'était exactement la fête que j'avais espérée. Mais debout dans sa chaleureuse boutique fleurie, entouré de caisses remplies de plats simples et honnêtes préparés par quelqu'un qui était clairement fier de son travail, j'ai décidé de dire la vérité. C'était juste moi, dis-je. Mais le gâteau était parfait. Le visage de Jep traversa plusieurs expressions. Surprise, compréhension, quelque chose qui aurait pu être de la sympathie, mais qui ressemblait plutôt à de la reconnaissance. Ah, dit-il finalement. Parfois, les meilleures fêtes sont celles qui se déroulent dans le calme. Il m'a préparé un autre gâteau, plus petit cette fois, mais avec le même glaçage épais à la crème au beurre qui avait été le seul point positif de mon premier anniversaire désastreux. Gâteau jaune simple avec glaçage à la vanille. Pas de message cette fois, juste un gâteau pour le plaisir d'avoir un gâteau. Combien? J'ai demandé quand il me l'a remis dans une boîte de boulangerie blanche attachée avec une ficelle. Pour l'homme qui mange seul son gâteau d'anniversaire, Jep secoua la tête. Celui-ci est offert par la maison. Mais l'année prochaine, tu amènes des amis. J'ai ramené ce gâteau dans ma chambre d'hôtel comme s'il était fait d'or au lieu de sucre et de farine.
Il y avait quelque chose de presque cérémonial dans tout cela. La promenade dans le hall, le trajet en ascenseur jusqu'à mon étage, le placement minutieux de la boîte sur la petite table près de la fenêtre. Ce n'était pas un prix de consolation ou une tentative de recréer quelque chose qui avait mal tourné. C'était une célébration de quelque chose qui s'était finalement bien passé. Je me suis coupé une part généreuse car si vous mangez du gâteau seul, autant manger du bon gâteau en quantité appropriée et vous asseoir devant mon ordinateur portable pour consulter mes emails. Il y avait les trucs de travail habituels. Quelques newsletters dont je voulais me désinscrire et un message qui m'a fait réfléchir. Un email des RH avec comme objet un rappel de la politique du lieu de travail. Je l'ai ouvert en sachant déjà ce qu'il allait dire. Quelqu'un dans l'entreprise, probablement quelqu'un qui avait été témoin de l'embuscade du lobby de Marisol, avait décidé que cela méritait d'être documenté pour référence future. L'email était rédigé de manière professionnelle mais claire. Tout futur contrôle de bien-être ou visite familiale au bureau doit être acheminé via le service juridique pour un traitement approprié. J'ai répondu par un message simple, compris et accepté, puis j'ai ajouté une note demandant que cette politique soit appliquée à toute visite future de membres de la famille, quel que soit le but déclaré. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise de toute cette expérience, c'est que les gens qui ne respectent pas les limites ont tendance à continuer à les tester jusqu'à ce que les conséquences soient trop coûteuses à ignorer. Une fois ces détails administratifs réglés, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. J'ai complètement éteint mon téléphone. Pas en mode avion, pas en mode ne pas déranger, mais complètement éteint. Le petit écran est devenu noiré, pour la première fois depuis bien longtemps, j'étais vraiment inaccessible. Le silence était incroyable. Aucun ping provenant des discussions de groupe familial demandant de l'argent. Aucun appel de personnes qui avaient besoin de moi pour résoudre leur dernière crise. Aucun texte exigeant des explications sur les raisons pour lesquelles je ne finançais plus leur choix de vie. Juste un silence calme et paisible qui m'appartenait entièrement. J'ai mangé mon gâteau lentement, savourant l'excellent travail de Jep et l'étrange luxe de manger quelque chose que j'avais choisi moi-même, payé avec mon propre argent, sans avoir à calculer si j'aurais assez de reste pour l'urgence de quelqu'un d'autre. La crème au beurre était parfaite, pas trop sucrée, avec ce côté légèrement salé qui séparait le bon glaçage des produits d'épicerie. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé autour de ma chambre d'hôtel, mon royaume temporaire d'indépendance financière, et j'ai essayé de comprendre à quoi ressemblaient 40 ans. Les cartes d'anniversaire et les fêtes surprises que j'avais imaginées ne s'étaient pas concrétisées. Mais quelque chose d'autre était clair. Pour la première fois depuis des années, je savais exactement où j'en étais, exactement ce que je valais et exactement ce que je n'étais plus prêt à tolérer. 40 n'était pas arrivé avec des ballons, ni des invités surprises, ni des discours sincères sur l'importance que les gens m'accordaient. Il était arrivé avec des documents juridiques et des lettres de mise en demeure, et la tranquille satisfaction de me choisir enfin plutôt que des gens qui avaient passé des années à choisir mon argent plutôt que moi. Aucune excuse de Marisol. Aucune carte reconnaissant qu'elle aurait peut-être dû se présenter à l'anniversaire marquant de son mari. Aucune reconnaissance du fait que 8 années passées à me traiter comme une carte de crédit humaine n'aurait peut-être pas été une stratégie relationnelle idéale. Mais tu sais quoi? Je n'avais plus besoin de leurs excuses. J'avais quelque chose de mieux. Une salle blanche, un esprit calme et la certitude que j'avais enfin appris la différence entre l'amour et une transaction commerciale où une seule personne payait. 40 était finalement entièrement le mien. Ce qui était censé être une fête, l'ère du fêtard le plus triste de l'histoire des fêtards. Nico, Dieu merci, avait dû prendre la situation pour ce qu'elle était. Il s'est approché avec un verre à whisky rempli de ce qui semblait être du bourbon haut de gamme et l'a posé devant moi. Pour le fêtard, a-t-il dit simplement, sans pitié, juste de la reconnaissance. C'est là que j'ai su que je devais rire ou pleurer. Et rire semblait être la meilleure option pour ma dignité. Je me suis dirigé vers mon gâteau parfait, posé là, sous ce magnifique lustre, tel un monument à l'optimisme mal placé. Je me suis coupé une part, généreuse, parce que tant pis pour le contrôle des portions pour ton anniversaire, et je me suis rassis à ma table. J'ai mangé ce gâteau lentement, savourant chaque bouchée de l'excellent travail de Jep, faisant comme si les groupes dispersés d'autres clients ne me jetaient pas de temps en temps un coup d'œil avec ce mélange particulier de curiosité et de sympathie qui me donnait la chair de poule. Le pire, ce n'était même pas de manger le gâteau seul. Le pire, c'était de repartir après, de remercier Sophia pour cette agréable soirée comme si tout s'était déroulé comme prévu, de donner un pourboire supplémentaire à Nico pour sa gentillesse, et de faire ce long chemin jusqu'à ma voiture au parking. Chaque pas me donnait l'impression de marcher dans de la mélasse,
comme si l'univers s'assurait que je ressente chaque seconde de cette humiliation. Assis dans ma voiture après, la clé sur le contact, mais pas encore tournée. Je fixais le mur de béton devant moi et essayais de comprendre ce qui venait d'arriver à ma vie. Quand étais-je devenu le genre de personne dont la fête des 40 ans se transformait en dîner en solo? Quand étais-je devenu si invisible que même les personnes censées m'aimer le plus ne se donnaient pas la peine de venir 2 heures par soir? Le trajet du retour me donnait l'impression de sortir d'un cauchemar. Sauf que j'étais bien réveillé et que c'était ma vraie vie. 40 ans et invisible. Joyeux anniversaire à moi. Une semaine s'était écoulée après mon anniversaire désastreux et j'étais presque convaincu que peut-être, juste peut-être, la vie pourrait reprendre un semblant de normalité. Vous connaissez cette sensation quand on se cogne violemment l'orteil et que, pendant quelques secondes, on pense que ça ne fera pas si mal, puis la douleur frappe comme un coup de massue? Ouais, c'est à peu près ce qui est arrivé à mon état émotionnel quand mon téléphone a décidé de gâcher mon mardi après-midi. J'étais assise à la réunion budgétaire trimestrielle la plus ennuyeuse de l'histoire, à écouter Janet de la comptabilité déblatérer sur les notes de frais et les mesures d'économie, quand mon téléphone a vibré contre ma jambe. D'habitude, je suis plutôt discipliné et je fais abstraction des affaires personnelles pendant les heures de travail. Je ne suis pas de ceux qui consultent Instagram en faisant semblant de se soucier des marges, mais quelque chose dans ce buzz-là m'a semblé différent. Peut-être était-ce de l'intuition. Peut-être était-ce juste un coup de malchance. Mais j'ai décidé d'y jeter un coup d'œil rapide. Le message venait de Marisol. Et l'aperçu m'a fait bondir l'estomac plus vite qu'un ballon de plomb. Tiens, on fête l'anniversaire de papa Alexide. 1800 $ chacun. Je me suis excusé de la réunion en marmonnant quelque chose à propos d'une urgence aux toilettes, ce qui n'était pas entièrement un mensonge vu la réaction de mon système digestif à cette nouvelle. J'ai trouvé une salle de conférence vide et j'ai ouvert le message complet. Et laissez-moi vous dire, c'était un chef-d'œuvre d'audace enveloppé dans un sentiment de droit acquis. Tiens, on fête l'anniversaire de papa Alexide. 1800 $ chacun. Envoie-moi un message d'ici vendredi. Monsieur, c'était tout. Non. Salut chérie, comment vas-tu? Non. Désolé. Ta fête d'anniversaire a été un fiasco total parce qu'on est tous nuls en tant qu'êtres humains. Aucune explication, aucune discussion, aucune reconnaissance que peut-être, juste peut-être, demander 1800 $ à quelqu'un pourrait justifier une vraie conversation. Juste une facture déguisée en SMS familial. Et voilà ce qui se passe avec Grégory Haye, mon beau-père. Cet homme aime les grands gestes, comme la plupart des gens aiment respirer. On parle d'un homme qui a loué un restaurant entier pour l'anniversaire de sa femme, avec quatuor à cordes et sculptures de glace, parce qu'apparemment, les dîners d'anniversaire classiques sont réservés aux paysans. Ne vous méprenez pas, Grégory n'est pas un mauvais garçon. Il a juste cette idée que chaque événement de la vie doit être célébré comme s'il organisait le gala du mai. Sa femme Patrice, en revanche, cette femme a fait de la générosité des autres une forme d'art. Elle a ce don magique de faire sentir à tout son entourage que financer ses projets élaborés n'est pas seulement attendu, mais un privilège. Par exemple, il faut être reconnaissant de pouvoir dépenser près de 2000 $ pour la fête de quelqu'un d'autre. C'est le genre de personne à dire des choses comme « la famille investit dans la famille sans sourciller », sans jamais être celle qui investit réellement. J'ai vu le groupe de discussion familiale s'illuminer de réponses comme un sapin de Noël. D'abord, Bianca, la sœur cadette de Marisol, avec son enthousiasme prévisible. Vivement la fête. Plaisir de fête. Plaisir de fête. Parce que, bien sûr, Bianca était déjà partante. Cette fille considère les dépenses familiales comme un sport de compétition où le but est de payer le plus vite et d'être le plus excité. Elle avait probablement son doigt 20 mots près avant même la fin de l'envoi du message. Puis Trevor, le frère aîné de Marisol, est intervenu avec un emoji pouce levé et c'était parti. Trevor est de ces types qui communiquent exclusivement par emoji et phrases de 3 mots, comme s'il essayait constamment de conserver son énergie pour des choses plus importantes, comme sa ligue de fantasy football ou n'importe quel système de crypto-monnaie dont il est convaincu qu'il le rendra riche. J'ai regardé ce groupe de discussion pendant ce qui m'a semblé des heures, mais ce n'était probablement que quelques minutes, à regarder tout le monde jeter de l'argent avec enthousiasme pour la célébration marquante de Grégory, tandis que j'étais assis là, à me remémorer ma fête d'anniversaire vide. L'ironie était si flagrante qu'on aurait pu la couper au couteau et la servir à une réunion de famille, à laquelle, apparemment, je ne serais pas invité de toute façon, à moins de payer pour ce privilège. Quelque chose en moi a craqué. Pas de manière bruyante et dramatique,
plutôt comme un clic discret et décisif, comme une porte qui se ferme et dont on sait qu'elle ne se rouvrira pas de sitôt. Je suis remonté jusqu'au message de Marisol, j'ai appuyé sur répondre, et j'ai tapé exactement ce que mon cerveau pensait. $1 avec la note, félicitations, $1, un seul dollar. Parce que techniquement, c'est quand même payer ma part de quelque chose, non? Et honnêtement, j'avais l'impression que c'était exactement ce que cette situation valait. Mais je n'avais pas fini. Oh non, je commençais juste ce qui allait devenir l'après-midi le plus libérateur que j'ai vécu depuis des années. J'ai coupé le son de cette conversation familiale plus vite qu'on ne coupe l'alarme d'une voiture à 3 heures du matin. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à couper systématiquement l'accès à mes finances, comme si je pratiquais une opération chirurgicale sur mon propre portefeuille. D'abord, j'ai supprimé Marisol comme utilisatrice autorisée de ma carte de crédit. Vous savez, cette carte qu'elle utilisait pour les dépenses du ménage, qui incluait toujours des choses comme des courses et des achats en boutique, qui n'avaient absolument rien à voir avec le fonctionnement de notre maison. Ensuite, j'ai annulé la carte de rechange qu'elle gardait dans le tiroir de la cuisine. Celle qu'elle prétendait être destinée aux urgences, mais qui semblait avoir été utilisée pour un nombre étrangement élevé de courses Starbucks non urgentes. Ensuite, elle a eu accès à notre compte joint, car apparemment, notre compte joint était devenu moins conjoint et plus l'argent de Jared que tout le monde n'y avait accès. J'ai désactivé sa possibilité de transférer de l'argent plus vite qu'elle ne pouvait le dire, mais c'est pour la famille. Le processus a pris peut-être 20 minutes, mais j'avais l'impression de reprendre ma vie en main, un paramètre de sécurité à la fois. Chaque changement de mot de passe, chaque révocation d'accès, chaque mesure de protection que je mettais en place me donnait l'impression de construire un mur autour de ma santé mentale. Quand j'ai fini de jouer la défense financière, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai réservé une chambre d'hôtel, non pas parce que je quittais Marisol définitivement, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir sans que personne ne me demande de financer ses propres projets. J'ai choisi un endroit agréable en centre-ville. Rien d'extraordinaire, mais propre et calme, avec un service de chambre et la télévision par câble, et absolument aucun membre de ma famille ne me demandant d'argent. Avant de quitter le bureau, j'ai vidé le tiroir de mon bureau et trouvé ma clé de maison, celle que j'avais gardée pendant 8 ans de mariage, symbole de stabilité familiale. Je suis rentré chez moi, je suis entré dans la cuisine et j'ai laissé cette clé dans le petit plat en céramique près de la porte où nous laissions toujours le courrier, les reçus et autres détritus du quotidien. Puis j'ai pris un sac, j'y ai jeté assez de vêtements pour quelques jours et je suis sorti de chez moi comme si je quittais la vie de quelqu'un d'autre. La chambre d'hôtel était parfaite, calme, propre et, surtout, la mienne. J'ai commandé au service de chambre un burger ridicule avec des frites à la truffe, beaucoup trop cher et au goût de liberté, et je me suis installé pour ma première soirée paisible depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, le silence était comme de l'oxygène plutôt que de la suffocation. Pas de conversations familiales animées de demandes. Pas de culpabilisation déguisée en conversation. Pas de facture déguisée en invitation. Juste moi. Un burger hors de prix et un beau bruit de rien du tout. 2 jours de tranquillité dans une chambre d'hôtel avaient fait des merveilles pour mon moral. Laissez-moi vous dire que je commençais à me sentir à nouveau comme un être humain, au lieu d'être un distributeur automatique ambulant avec des problèmes d'abandon. J'avais mieux dormi depuis des mois, mangé sans que personne ne me demande de partager l'addition pour les choix de vie de quelqu'un d'autre, et j'avais même réussi à rattraper un peu de travail sans le bruit de fond constant des problèmes financiers familiaux. Alors, naturellement, l'univers a décidé qu'il était temps de me jouer un tour. J'étais assis dans notre salle de conférence vitrée, celle avec ses baies vitrées qui vous donnent l'impression d'être dans un bocal à poissons, mais qui donne aussi l'impression que l'espace est plus grand qu'il ne l'est en réalité. Je passais en revue les chiffres trimestriels avec Anita Shaw, ma chef d'équipe. Anita est l'une de ces rares personnes qui rendent les réunions de travail vraiment supportables. Elle a un humour pince sans rire et ne s'embarrasse pas du jargon d'entreprise, ce qui explique probablement notre bonne collaboration. Nous étions en pleine discussion sur les allocations budgétaires lorsque j'ai remarqué quelque chose d'étrange au bureau principal. Les gens tournaient la tête vers la réception et il y avait ce subtil changement d'atmosphère qui se produit quand quelque chose d'inhabituel se produit. Vous connaissez ce sentiment quand, au restaurant, tout le monde se tait soudainement parce qu'il se passe quelque chose à une autre table? C'est exactement ce qui se passait dans notre environnement d'entreprise habituellement ennuyeux. Puis j'ai vu ces 2 policiers en uniforme traverser le bureau comme s'ils étaient les maîtres des lieux, se dirigeant droit vers notre salle de conférence.
Ma première pensée a été que quelqu'un avait finalement craqué et signalé notre machine à café comme un danger pour la santé publique, car elle faisait des bruits suspects depuis des semaines. Ma deuxième pensée était nettement moins optimiste. L'agente la plus grande, une femme noire au comportement simpliste qu'elle laissait entendre qu'elle avait vu toutes les bêtises humaines imaginables, a frappé à la porte de notre salle de conférence avec le coup sur de quelqu'un qui ne demande pas la permission. Derrière elle se tenait un homme blanc, plus petit, qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. « Êtes-vous Jared Blake » demanda la femme en ouvrant la porte. Son badge indiquait « Agent du Ramola », et son regard était direct, ce genre de regard qui vous donne envie d'avouer des crimes que vous n'avez même pas commis. J'ai hoché la tête lentement, réfléchissant à toutes les raisons possibles pour lesquelles 2 policiers se présenteraient à mon travail. Quelqu'un avait-il été blessé? Y avait-il une urgence? Mon séjour à l'hôtel avait-il enfreint une loi que j'ignorais? Monsieur, nous avons reçu un rapport, une vérification des prestations sociales, dit l'autre agent dont le badge identifiait l'agent Finch. Votre femme dit que vous avez disparu. Disparu? Disparu. Je suis resté assis là un moment, à assimiler ce mot comme s'il était écrit dans une langue étrangère. J'apprenais encore à lire. Disparu impliquait que j'avais disparu contre ma volonté, qu'il m'était arrivé quelque chose de terrible, que des gens s'inquiétaient pour ma sécurité et mon bien-être. Ce que cela ne signifiait absolument pas, c'est que je m'étais volontairement retiré d'une situation toxique et que je vivais ma vie à merveille dans une chambre d'hôtel avec le câble premium et sans conversation familiale. Anita me lança un regard mi-inquiet, mi-curieux, comme si elle essayait de résoudre un puzzle dont elle n'avait pas toutes les pièces. Je voyais presque ses méninges s'agiter, se demandant probablement à quel genre de drame familial elle avait pu assister par hasard aux premières loges. Je ne suis pas absente, dis-je d'une voix aussi neutre et professionnelle que possible. Je travaille, ce qui était techniquement vrai puisque nous étions littéralement en train d'examiner les rapports budgétaires trimestriels. Mais j'avais le sentiment que ces agents n'étaient pas là pour une leçon de responsabilité financière d'entreprise. L'expression de l'agente du Ramola s'adoucit légèrement, comme si elle commençait à comprendre ce qui se passait réellement. « Ça te dirait d'expliquer le refus de contact » demanda-t-elle, et j'appréciais qu'elle semble considérer cela comme une conversation plutôt qu'un interrogatoire, alors je lui expliquai. Pas toute l'histoire pathétique. Personne n'avait besoin d'entendre parler de ma triste fête d'anniversaire ni de la liste détaillée des abus financiers familiaux que je construisais petit à petit dans ma tête. Mais l'essentiel. J'ai parlé de fixer des limites, du besoin de distance avec ceux qui me traitaient comme un compte en banque personnel, de la façon dont la famille était devenue un mot de passe qui donnait aux gens un accès illimité à mon portefeuille et aucune obligation de me traiter avec le plus simple respect. L'agent Finch a tremblé, mal à l'aise, pendant mon explication, probablement parce que c'était exactement le genre de situation familiale que les policiers détestent gérer, des situations compliquées et désordonnées où personne n'enfreint techniquement la loi, mais où tout le monde agit comme. Écoutez, a dit du Ramola quand j'ai eu fini, si vous ne les appelez pas, ils risquent d'aggraver la situation. Déposez d'autres plaintes, peut-être en prétendant que vous traversez une crise de santé mentale. Vous ne voulez pas que ce genre de paperasse vous suive partout. Le sous-entendu était clair. Gérez ça avant que ça ne s'aggrave. Mais quelque chose dans sa façon de dire les choses et la façon dont Finch regardait n'importe où sauf dans ma direction m'a fait comprendre qu'il pensait probablement que j'étais la personne raisonnable dans cette situation. Les flics avaient développé un radar assez performant pour détecter les fous. Et apparemment, ma famille était plus à l'affût que moi. Ma mâchoire se serra tandis que je comprenais ce qu'elle me disait vraiment. Ceux qui n'avaient pas pris la peine de venir pour mon anniversaire étaient maintenant tellement inquiets de ma présence qu'ils avaient appelé la police. Pas assez inquiets pour m'appeler directement, remarquez, ni pour admettre que peut-être, juste peut-être, leur comportement avait quelque chose à voir avec mon absence. Juste assez inquiets pour faire de ma disparition le problème de quelqu'un d'autre. S'ils reviennent ici, ai-je dit, en veillant à ce que ma voix porte cette autorité tranquille que les gens ne contestent pas d'habitude, je demanderai une ordonnance de protection. Les 2 policiers hochèrent la tête et je voyais bien qu'ils n'étaient pas surpris par cette réponse. Ils avaient probablement vu ce scénario se reproduire des dizaines de fois. Des membres de la famille se servant des forces de l'ordre comme d'une arme dans des conflits personnels, transformant les allocations sociales en outils de harcèlement. Anita les raccompagna hors de la salle de conférence, jouant l'animatrice professionnelle parfaite, même si je voyais bien qu'elle mourait d'envie de savoir ce qui se passait. Elle revint quelques minutes plus tard, ferma la porte derrière elle et me glissa une bouteille d'eau sur la table sans rien dire. Nous restâmes assis là, silencieux, un moment.
Les rapports budgétaires trimestriels s'étalaient entre nous, comme les preuves d'une vie normale, temporairement interrompue par la police et les drames familiaux. Quoi qu'il en soit, dit finalement Anita, sa voix portant cette gentillesse directe qui transperce comme un couteau brûlant dans du beurre. Tu n'es pas seul. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots jusqu'à ce qu'ils me frappent. La semaine précédente, je partais du principe que j'étais complètement isolé, que ma décision de fixer des limites avait fait de moi la méchante dans l'histoire des autres. Mais assise dans cette salle de conférence, à regarder le visage inquiet mais encourageant d'Anita, je réalisais que peut-être, juste peut-être, il y avait des gens dans ma vie qui se souciaient vraiment de moi en tant que personne plutôt que comme source de financement. Merci, dis-je, et je le pensais plus que je ne l'avais pensé depuis longtemps. Ce soir-là, assis dans ma chambre d'hôtel, je fixais le plafond pendant environ 1 heure, essayant de réaliser que ma femme avait appelé la police pour ne pas avoir répondu à mon téléphone pendant 2 jours. 2 jours, pas 2 mois, pas 2 ans, 48 heures de silence radio, et soudain, je suis porté disparu. L'audace était si époustouflante qu'elle méritait presque une récompense. Mais vous savez quoi? Il était peut-être temps de cesser de me laisser surprendre par cette audace et de commencer à la documenter. J'ai donc fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des années. Je suis rentré chez moi pour recueillir des preuves de l'ampleur du désastre financier. La maison semblait différente quand je suis rentré vers 21 heures. Pas physiquement différente. Même meuble, même ventilateur de plafond légèrement cassé dans le salon. Même pile de courrier sur le comptoir de la cuisine que personne ne semble jamais s'occuper. Mais émotionnellement, j'avais l'impression d'entrer sur une scène de crime où j'étais à la fois la victime et l'enquêteur essayant de résoudre ma propre affaire. Marisol n'était pas là, ce qui était sans doute mieux ainsi, vu que je n'étais pas d'humeur à discuter à nouveau de mes obligations familiales et de mes excès financiers. J'ai attrapé mon ordinateur portable, un bloc-notes et tous les documents financiers que j'ai pu trouver, puis j'ai étalé le tout sur la table de la cuisine comme si je me préparais au contrôle fiscal le plus déprimant du monde. Laissez-moi vous dire un truc sur la conservation des reçus. La plupart des gens sont nuls en la matière. Ils entassent tout dans des tiroirs à bric-à-brac et des boîtes à chaussures, puis s'étonnent de ne trouver aucune preuve. Mais moi, je suis apparemment un masochiste qui tient des registres détaillés de ses propres abus financiers, chaque virement, chaque chèque annulé, chaque relevé de carte de crédit sur 5 ans. Tout est soigneusement rangé dans des dossiers, car je suis du genre à penser qu'être organisé me protégera du chaos. En fait, être organisé permet simplement de voir plus facilement l'ampleur du chaos qu'on a financé. J'ai commencé par la réparation du toit de Grégory, il y a 3 ans. L'homme m'a appelé un mardi matin, la voix tremblante de panique, me disant qu'une tempête avait endommagé son toit, que son assurance était en difficulté et qu'il avait besoin de 8 000 $ immédiatement, sinon la maison risquait de s'effondrer. Étant un beau gendre, j'ai viré l'argent le jour même. Ai-je vu un rapport d'assurance? Non. Grégory m'a-t-il remboursé? Et non. Ai-je même vu des photos de ces dégâts de toit prétendument catastrophiques? Jetez un œil. Mais le toit d'urgence de Grégory n'était que le début de mon parcours au temple de la renommée financière de la famille Aïe. Ensuite, il y avait le lancement de la boutique de Bianca, qui aurait nécessité 15 000 $ pour les stocks et les frais d'installation. Bianca avait tout un business plan qu'elle a présenté lors du dîner du dimanche, avec une présentation PowerPoint sur la mode durable et la démographie du marché. Elle donnait l'impression qu'elle allait devenir la prochaine grande star du commerce de détail. Et honnêtement, j'ai été emporté par son enthousiasme. La boutique a tenu exactement 7 mois avant qu'elle ne décide que le commerce de détail était trop stressant et qu'elle préfère se concentrer sur sa certification de yoga. Puis il y a eu la catastrophe cryptographique de Trevor, qui me fait encore trembler les yeux quand j'y repense. Cette brillante stratégie d'investissement m'a coûté 12 000 $ après que Trevor m'a appelé en sanglotant. De vrais sanglots à propos de la façon dont il avait placé toutes ses économies dans une crypto-monnaie appelée Moondoge, Doge Rocket ou un autre nom ridicule qui aurait dû être un signal d'alarme visible depuis l'espace. Patrice a ensuite pris le téléphone pour me dire qu'il apprenait de précieuses leçons de responsabilité financière et que la famille s'entraide dans les moments difficiles. Apparemment, aider sa famille signifiait faire des chèques pour couvrir leur dépendance aux jeux, aux monnaies numériques portant des noms d'eux-mêmes. En parcourant chaque dossier, chaque reçu, chaque confirmation de virement, une tendance est apparue, si évidente que je me suis senti stupide de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Chaque urgence est survenue juste au moment où je recevais une prime au travail, un remboursement d'impôt ou un autre afflux d'argent. Chaque crise était suffisamment urgente pour nécessiter une intervention financière immédiate,
mais jamais suffisamment pour que quiconque envisage d'abord d'autres options. Les factures médicales étaient particulièrement exaspérantes. Les procédures d'urgence de Grégory, qui, curieusement, n'étaient jamais de véritables urgences. Les soins dentaires de Patrice, médicalement nécessaires, même s'ils ressemblaient étrangement à des améliorations esthétiques. Même les séances de thérapie de Marisol, qu'elle prétendait être pour l'anxiété, semblaient se concentrer principalement sur la façon de me demander de l'argent plus efficacement. À minuit, j'avais fait le bilan de 5 années de dépenses familiales exorbitantes, et ce chiffre me donnait la nausée. On parle de suffisamment d'argent pour acheter une voiture décente, verser un acompte sur une maison de vacances ou financer un plan de retraite assez conséquent. Au lieu de cela, tout avait disparu dans le gouffre des mauvais choix de vie et des urgences artificielles des autres. Mais le véritable coup dur est venu lorsque j'ai commencé à considérer mon propre mariage sous cet angle financier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les SMS de Marisol de l'année écoulée. Et puis, bon sang, c'était comme lire un recueil de best-sellers de tactiques de manipulation. Tu sais comment sont mes parents, m'envoyait-elle après une énième demande d'argent. Comme si l'incapacité de Grégory et Patrice à gérer leurs finances était une sorte de catastrophe naturelle que nous devions tous accepter, comme les ouragans ou la période des impôts. Juste cette fois, disait-elle à propos de dépenses qui se produisaient avec une régularité suspecte. Apparemment, la définition de « juste cette fois » de Marisol était plus souple qu'un professeur de yoga sous stéroïdes. « On réglera ça plus tard » était une autre de ses phrases préférées, qui se traduisait approximativement par « je te le redirai dans 6 mois, quand tu l'auras oublié et que tu te sentiras coupable de me le demander ». Et ma préférée, c'est ce que font les couples mariés. Parce qu'apparemment, être marié signifiait s'engager à financer le train de vie de sa belle famille alors que sa propre fête d'anniversaire restait vide, car tout le monde était trop occupé à dépenser son argent pour passer du temps avec lui. Je me suis souvenu de cette table vide au Velvet Room, du gâteau que j'avais coupé pour moi-même, du chemin jusqu'à ma voiture qui ressemblait à un cortège funèbre pour mon amour-propre. Et puis, une semaine plus tard, pas d'amour, pas d'excuses, pas même de reconnaissance, juste une autre facture. C'est là que j'ai pris la décision qui aurait dû être évidente des années auparavant. Séparer les finances, séparer les mots de passe, séparer tout. Si l'amour s'accompagnait de tant de dépenses détaillées, alors peut-être que ce n'était pas vraiment de l'amour. J'ai noté ma nouvelle règle sur un post-it et je l'ai collée sur l'écran de mon ordinateur portable. Première règle, je ne financerai pas le manque de respect. Simple, clair et attendu depuis longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel avec cette lucidité qui n'arrive généralement qu'après une bonne baisse de fièvre. Vous connaissez ce sentiment quand on est malade depuis des jours et que soudain, on a les idées claires et qu'on peut à nouveau réfléchir? C'est exactement ce que j'ai ressenti. Sauf qu'au lieu d'être grippé, j'étais atteint du syndrome de Stockholm financier depuis 8 ans. J'ai commandé du café en chambre, du bon, pas la pâtée qu'on sert habituellement dans les hôtels d'affaires, et j'ai dressé une liste sur le papier à en-tête de l'hôtel. Pas une liste de courses ni de choses à faire, mais un plan de bataille stratégique pour retrouver mon indépendance financière. Il était temps de couper les vivres qui alimentent le cirque familial depuis bien trop longtemps. Premier arrêt, la banque. Aujourd'hui, la plupart des gens imaginent les banques comme des institutions intimidantes, remplies de gens en costume qui vous jugent pour vos frais de découvert. Mais quand on essaie de se protéger des prédateurs financiers qui partagent notre nom de famille, les banques deviennent nos meilleurs alliés. Elles offrent toutes ces fonctionnalités de sécurité pratiques que la plupart des gens n'utilisent jamais, mais qui deviennent absolument essentielles lorsque votre conjoint et sa famille traitent votre compte bancaire comme leur distributeur automatique personnel. J'ai appelé le service client principal et expliqué que je devais parler à un agent de prévention des fraudes. Car, soyons honnêtes, c'était bien de cela qu'il s'agissait, d'une fraude. Ce n'est pas parce que c'était commis par des personnes avec qui j'avais un lien de parenté juridique que c'était moins frauduleux. Le représentant du service client m'a transféré à Illy Maïsef, dont la voix calme et professionnelle m'a immédiatement donné l'impression de parler à quelqu'un qui connaissait tous les types de financiers. Elle devait gérer des situations comme la mienne tous les jours. Des gens qui réalisaient soudain qu'ils finançaient la vie d'autrui pendant que la leur partait à volo. Je dois supprimer l'accès à mon compte en tant que conjoint, lui ai-je dit, allant droit au but. Et révoquer toutes les connexions externes pour joindre des comptes. Bien sûr, Monsieur Blake, dit Ilima sans hésiter. Pouvez-vous vérifier votre numéro de sécurité sociale et votre date de naissance? Après avoir confirmé mon identité, elle m'expliqua la procédure comme un chirurgien expliquant une intervention.
Toutes les autorisations que Marisol avait pour consulter mes comptes personnels avaient disparu. Tous les virements automatiques entre notre compte joint et ses dépenses personnelles avaient été annulés. Toutes les notifications qu'elle recevait concernant mes activités financières avaient été annulées. Et le compte joint discrétionnaire, demanda Elma, faisant référence au compte que nous avions ouvert pour les dépenses du ménage, devenu une caisse noire pour les urgences de la famille Aïe. Gelez-le, dis-je. Gelez-le complètement. Rien n'entre, rien ne sort sans mon autorisation explicite. Voulez-vous une authentification à 2 facteurs pour toutes les transactions à venir, demanda-t-elle, et je l'entendais presque prendre des notes. Oui, SMS et jetons. Parce que si je voulais protéger mon argent des gens qui pensaient que l'amour était assorti de modalités de paiement, je devais le faire correctement. La conversation a duré peut-être 20 minutes, mais j'avais l'impression de pratiquer une chirurgie financière sur ma propre vie. Chaque mesure de sécurité mise en place, chaque point d'accès fermé, chaque protection activée, tout cela donnait l'impression de construire une forteresse autour de la seule chose qui me restait, qui m'appartenait réellement. Ensuite, il y avait la société de prêt immobilier, car Grégory avait bien sûr fait plusieurs suggestions utiles au fil des ans pour améliorer notre patrimoine et maximiser notre potentiel d'investissement. Traduction, il cherchait des moyens d'accéder à la valeur de notre maison pour ses propres projets. J'ai appelé et j'ai gelé toute modification de notre prêt immobilier. Pas de marge de crédit hypothécaire, pas de refinancement, pas de modification sans les 2 signatures et documents notariés. La représentante du service client était moins bavarde qu'elle Lima, mais tout aussi efficace. Terminé, a-t-elle dit après que je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. Toute tentative de modification du prêt nécessitera une vérification en personne des 2 titulaires du compte. Parfait. Si Grégory voulait mettre la main sur ma maison, il devrait y aller à la dure. J'ai ensuite appelé mon comptable, Rory Chan, qui préparait mes impôts depuis 5 ans et avait probablement remarqué le nombre suspect de déductions pour prêts familiaux que je demandais. Rory est de ces types qui remarquent tout, mais ne pose jamais de questions à moins qu'on ne le veuille, ce qui est exactement le genre de comptable qu'on recherche quand sa vie personnelle est plus compliquée que sa situation fiscale. Rory, c'est Jared, ai-je dit quand il a décroché. J'ai besoin que tu signales mes comptes pour toute tentative d'ouverture de crédit en mon nom. Usurpation d'identité, a-t-il demandé, et je l'entendais déjà ouvrir mon dossier. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Assure-toi simplement que personne ne puisse utiliser mes informations pour ouvrir des prêts ou des lignes de crédit sans passer par toi au préalable. C'est fait. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Probablement, mais commençons par là. Le dernier appel était le plus important. Mon avocate, Priya Patel. J'avais rencontré Priya il y a 3 ans, lors de l'achat de la maison, et elle s'était occupée de toutes les démarches juridiques avec une rigueur qui m'a rassuré d'être à l'abri des mauvaises surprises. C'était exactement le genre d'avocate qu'on a envie d'avoir à ses côtés quand les choses se gâtent, intelligente, directe et complètement indifférente aux gens qui pensent que les liens familiaux leur confèrent des privilèges juridiques particuliers. Priya, c'est Jared Blake. J'ai dit quand son assistante m'a passé le message. J'ai besoin d'un audit financier familial complet. Ce que j'ai payé ces 5 dernières années. Avec quel niveau de détail? A-t-elle demandé. Et j'entendais son stylo cliqueter, ce qui signifiait qu'elle prenait déjà des notes. Tout. Chaque virement, chaque prêt, chaque dépense urgente. Je veux des justificatifs de chaque dollar que j'ai donné à la famille de ma femme. Et je veux des options légales pour me faire rembourser. S'il le faut, engagerez-vous des poursuites judiciaires pour obtenir réparation? C'était la question à $1 million, n'est-ce pas? Étais-je vraiment prêt à poursuivre la famille de ma femme en justice pour une question d'argent? Étais-je prêt à transformer ce drame familial privé en bataille juridique publique? Priya, ai-je dit, en repensant à ma fête d'anniversaire vide et à ce SMS réclamant $1800 comme si j'étais une sorte de distributeur automatique de billets familial. J'ai eu 40 ans la semaine dernière. J'ai enfin une certitude sur beaucoup de choses. Je commence l'audit aujourd'hui, dit-elle. Accordez-moi 2 semaines pour une analyse complète. Après avoir raccroché, je me suis rassise dans mon fauteuil de chambre d'hôtel et j'ai examiné ma liste. Chaque élément était coché. Chaque vulnérabilité financière était désormais protégée. Chaque canal qui vidait mes ressources était désormais fermé. J'avais l'impression d'avoir opéré ma propre vie. Et le patient était enfin stable. Pour la première fois depuis des années, mon argent m'appartenait à nouveau. Mes comptes étaient protégés. Mon crédit était assuré.
Et mon avocat montait un dossier qui allait faire du parasitisme financier de la famille à un casier judiciaire. J'ai commandé un autre café et commencé à planifier la deuxième phase. L'après-midi suivant, j'avais une journée de travail plutôt agréable. Vous savez comme parfois tout s'enchaîne comme par magie? J'avais terminé 3 présentations en avance, aidé à résoudre une crise client qui couvait depuis des semaines et même réussi à déjeuner sans que personne ne me demande de financer ses choix de vie. Je commençais à me dire que peut-être, juste peut-être, je pourrais établir une sorte de routine normale pendant que je réfléchissais à ce que je devais faire de mon mariage. Puis mon téléphone a sonné, un appel de la sécurité de l'immeuble. Monsieur Blake, ici Marcus en bas. Vous avez des visiteurs dans le hall, et il a marqué une pause, essayant visiblement de trouver un langage diplomatique pour le spectacle qui se déroulait au rez-de-chaussée. Ils insistent beaucoup pour vous voir. Mon estomac s'est noué parce que j'avais une assez bonne idée de qui ils étaient. Laissez-moi deviner. 3 femmes, dont l'une prétendait être ma femme. C'est elle. Dois-je les faire monter? Absolument pas. J'arrive tout de suite. J'ai attrapé ma veste et me suis dirigé vers l'ascenseur, évaluant mentalement tous les scénarios possibles. Aucun n'était bon. Le fait que Marisol soit remontée suggérait que ce ne serait pas une conversation calme et rationnelle sur nos problèmes de couple. Ça allait être une embuscade, probablement avec Patrice en tête et Bianca apportant son soutien moral sous forme de roulement d'yeux et de taille théâtrale. Le trajet en ascenseur me donnait l'impression d'une descente aux enfers. Si l'enfer avait eu de la musique et des affiches de motivation d'entreprise sur le travail d'équipe, lorsque les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, je les entendis avant de les voir. Plus précisément, j'entendis la voix de Patrice résonner dans le hall de marbre, comme si elle s'adressait à une assemblée générale au lieu de harceler son gendre sur son lieu de travail. Elle se tenait près de la réception, en formation, comme une sorte de groupe de filles dysfonctionnelles. Marisol au centre, l'air furieux, Patrice à sa droite, l'air indigné, et Bianca à sa gauche, l'air d'avoir préféré être n'importe où ailleurs, mais d'avoir été enrôlé dans cette intervention contre son gré. Marcus, l'agent de sécurité, se tenait à proximité, avec une expression qui laissait penser qu'il avait vu des étranges dans sa carrière, mais cela rendait le moment fort réel. Il a croisé mon regard et m'a lancé un regard qui signifiait « Bonne chance, mon pote. Tu vas en avoir besoin. » Marisol m'a repéré la première et s'est immédiatement lancée à l'attaque. « Pourquoi fais-tu ça ?» a-t-elle demandé, sa voix résonnant dans le hall, si fort que les gens qui attendaient les ascenseurs commençaient à me dévisager. « Tu as gelé les cartes. Pas comment vas-tu, ni tu m'as manqué, ni si on pouvait en parler en privé, mais directement l'accusation, comme si j'étais une sorte de criminel pour avoir protégé mon argent. » L'audace était si époustouflante que je l'admirais comme on admire un accident de voiture particulièrement impressionnant. Patrice s'est avancée et j'ai vu qu'elle se préparait à un de ces légendaires moments de culpabilité. L'événement marquant de Grégory est ce week-end. Elle a sifflé comme si j'avais oublié la fête qu'on m'avait demandé de financer par SMS. Il le mérite. Le mot « mérite » m'a frappé comme une claque. Grégory mérite une fête qui coûte 1800 $ à chacun des membres de sa famille. Mais je ne méritais pas qu'une femme vienne à mon anniversaire. Grégory mérite un soutien financier pour ses célébrations. Mais je ne mérite pas le respect élémentaire dans mon propre mariage. Le 2 poids, 2 mesures était si flagrant qu'il aurait dû être accompagné de néons clignotants. Je méritais une femme pour mon anniversaire, ai-je dit d'une voix égale, même si chaque mot me donnait l'impression d'avaler du verre. Bianca leva les yeux au ciel avec une telle force que je m'étonnais qu'elle n'ait pas fait un effort. « Ce n'est pas à cause de ta petite fête » dit-elle d'un ton dédaigneux qui laissait entendre qu'elle considérait mes sentiments comme aussi importants qu'une simple pendaison. Et c'est là que quelque chose en moi se brisa. Pas de manière bruyante et explosive, plutôt comme une rupture silencieuse et décisive, comme une corde qui s'effiloche depuis des années, cédant enfin. Je n'élevai pas la voix, ne fis pas de scène, ne leur lançai pas la réaction dramatique à laquelle ils s'attendaient probablement. C'est bien là le problème, dis-je en les regardant chacun à tour de rôle. Je suis la seule chose qui compte, sauf la facture. Le silence qui suivit fut magnifique. On pouvait presque entendre les rouages tourner dans leur tête tandis qu'ils essayaient d'assimiler le fait que leur distributeur personnel venait de se renforcer. La bouche de Patrice s'ouvrit et se referma comme un poisson, haletant. Bianca trouva soudain le sol en marbre fascinant, et Marisol avait l'air comme si je venais de lui parler dans une langue étrangère. Je voyais Marcus changer de position, prêt à intervenir si la situation dégénérait,
et plusieurs autres personnes dans le hall écoutaient notre conversation avec moins de subtilité. Parce que rien ne reflète mieux les relations familiales fonctionnelles que de crier à propos d'argent dans un immeuble de bureau. On en a fini avec les conversations en public, ai-je continué, gardant toujours une voix calme et professionnelle. Envoie un email à mon avocat. Cela a attiré leur attention. Les yeux de Marisol ont brillé d'une lueur qui ressemblait à de la panique mêlée de rage. Tu vas le regretter, Jared, a-t-elle dit, et sa voix avait ce ton particulier qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle ne pourrait pas retirer. Mais vous savez quoi? J'avais déjà entendu toutes les menaces, tous les culpabilisants, toutes les tactiques de manipulation de la famille Aïe. J'avais financé leur dysfonctionnement pendant si longtemps que j'avais mémorisé tous leurs plus grands succès, les exigences colériques, les larmes, les accusations d'égoïsme ou de déraisonnabilité, ou tous les autres termes qu'ils utilisaient pour décrire quelqu'un qui osait fixer des limites. J'ai secoué la tête et, pour la première fois de notre relation, je me suis senti parfaitement calme en parlant à ma femme. Je regrette déjà d'avoir attendu si longtemps, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je regrettais chaque dollar transféré, chaque urgence financée, chaque fois que j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. Je regrettais les années passées à croire que l'amour était une carte de crédit humaine pour ceux qui ne se donnaient pas la peine de venir à mon anniversaire. Patrice a tenté de me répondre en parlant de loyauté et d'obligation familiale, mais j'ai levé la main et elle s'est tue. Incroyable ce qu'un peu de courage peut accomplir. Marcus, ai-je appelé là. Sécurité. Si ces dames ont besoin de leur chemin pour sortir de l'immeuble, aidez-les. Puis je me suis retourné et suis retourné à l'ascenseur sans un mot de plus, les laissant plantés dans le hall comme des touristes qui viennent de se rendre compte qu'elles se sont trompées de ville. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur leur réponse, quelle qu'elle soit, et je suis remonté à mon étage, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. De retour à mon bureau, j'ai trouvé un SMS de Priya. Mise à jour de l'audit, les chiffres préliminaires sont substantiels. Pourriez-vous venir demain pour les examiner? J'ai souri et j'ai répondu, absolument. Il est temps de régler quelques comptes. Entrer dans le cabinet de Prey le lendemain matin, c'était comme entrer dans un univers parallèle où compétence et professionnalisme existaient réellement. Vous savez, certains cabinets d'avocats semblent avoir été décorés par quelqu'un qui considérait qu'intimider était synonyme d'impressionner. Du bois sombre partout. Des livres reliés en cuir qui n'ont probablement pas été ouverts depuis l'administration Carter. Des portraits de morts à l'air sévère et portant des perruques. Ouais, le bureau de Priya n'avait rien de tout cela. Son espace était moderne, propre et efficace. Murs blancs, mobilier minimaliste et fenêtres pleine hauteur qui laissaient entrer suffisamment de lumière naturelle pour lire les documents sans plisser les yeux. Tout y disait, je résous les problèmes plutôt que de vous facturer alors pour vous faire sentir petit, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin en ce moment, car j'allais recevoir une leçon très coûteuse sur la gravité de ma situation. Priya m'attendait avec une pile de papier qui semblait assez épaisse pour arrêter une balle. Et son expression était celle d'un homme gentil. De la neutralité minutieuse que maîtrisent les avocats lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer une nouvelle qui va gâcher la journée de quelqu'un. Elle m'a fait signe de m'asseoir en face de son bureau, et j'ai remarqué qu'elle avait 2 tasses de café prêtes, une pour moi, une pour elle. Soit elle était attentionnée, soit elle savait que j'aurais besoin de caféine pour assimiler ce qu'elle allait me dire. Avant de commencer, a-t-elle dit en me faisant glisser le café. Je veux que vous sachiez qu'en 20 ans de pratique du droit, j'ai rarement vu une documentation financière aussi complète. La plupart des gens conservent leurs reçus comme s'ils collectionnaient des cartes de baseball au hasard, sans aucun système. Vous, en revanche, vous semblez tout documenter comme si vous attendiez un contrôle fiscal. J'ai pris une gorgée de café en essayant de déterminer si c'était un compliment ou une simple observation professionnelle. Est-ce bien ou mal? Dans ce cas, très bien, car ce que je vais vous montrer serait presque impossible à prouver sans le niveau de détail que vous avez fourni. Elle a ouvert le dossier et en a sorti une simple feuille de papier qui semblait avoir été imprimée par la comptable la plus déprimante du monde. Le montant total que vous avez payé pour les dépenses de la famille et ces 5 dernières années, dit-elle en tournant le papier vers moi, s'élève à 86 400 $. J'ai fixé ce chiffre comme s'il était écrit en hiéroglyphes. 86 400 $. Ce n'était pas que de l'argent. C'était une voiture, une belle voiture. C'était un acompte pour une maison, ou une année de salaire pour certains, ou une part assez conséquente de mon épargne retraite. C'était assez d'argent pour financer ma propre vie au lieu de subventionner les mauvaises décisions des autres. Bon sang, dis-je, parce que parfois,
la seule réaction appropriée lorsqu'on découvre qu'on a été victime d'un viol collectif financier de la part de sa propre famille est un léger blasphème. Ça devient plus précis, continua Priya en tournant la page suivante. Franchise et actes médicaux de Grégory, 14 600 $. Lancement de la boutique de Bianca et frais professionnels ultérieurs, 15 300 $. Règlement de dette de Trevor après son aventure dans les crypto-monnaies, 12 800 $. Elle lisait ces lignes. Des chiffres comme les articles d'une liste de courses. Mais chacun d'eux m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'étaient pas des dépenses aléatoires. C'étaient des cas précis et documentés où j'ai été traité comme un distributeur de billets par des gens qui n'avaient même pas pris la peine de venir pour mon anniversaire. Ensuite, il y a les dépenses plus petites, mais plus fréquentes, a-t-elle poursuivi. Le brunch caritatif de Patrice pour 200 000 $. Divers remboursements de cartes de crédit pour la famille pour 18 700 $. Et mon préféré, une douzaine d'urgences différentes, allant des réparations de voitures aux factures de vétérinaire, pour un total de 20 800 $. J'ai fait un rapide calcul mental et j'ai réalisé qu'elle n'avait même pas encore terminé. Cela ne fait qu'environ 85 000 $. Combien font les 1400 $ restants? Prius a souri, et ce n'était pas un sourire agréable. C'était le genre de sourire que les avocats ont lorsqu'ils s'apprêtent à fournir une preuve particulièrement satisfaisante. Calcul d'intérêt. Si vous aviez investi cet argent dans un fonds indiciel de base au lieu de financer le train de vie de la famille Aïe, vous auriez gagné environ 1400 $ d'intérêt sur la même période. Donc, non seulement j'avais été victime d'abus financiers pendant 5 ans, mais j'avais aussi manqué l'argent que cet argent aurait pu rapporter. C'était comme découvrir que quelqu'un vous volait et vous empêchait de gagner quoi que ce soit avec ce qu'il volait. La précision mathématique de ma propre stupidité était presque impressionnante. Quelles sont mes options, ai-je demandé, car rester là à m'apitoyer sur mon sort ne me permettrait pas de récupérer mon argent. Priya a sorti un autre document qui semblait officiel et intimidant. J'ai rédigé une mise en demeure. Elle détaille toutes les dépenses, fournit les justificatifs de chaque transaction et leur donne 30 jours pour rembourser la totalité du montant, sinon nous engageons une action en justice. Tout. Plus les frais juridiques si nous devons aller au tribunal. Elle a glissé la lettre sur le bureau. Et je l'ai lue avec une stupéfaction croissante. C'était comme lire la lettre la plus professionnelle du monde, rédigée dans un langage juridique, à la fois poli et absolument dévastatrice. Toutes les dépenses étaient répertoriées. Toutes les dates. Tout était documenté. Chaque dollar était comptabilisé. C'était magnifique, comme une vengeance parfaite et belle, nette, précise et parfaitement justifiée. En voilà, ai-je dit. Priya hocha la tête et nota une note dans son dossier. Je te la ferai livrer par courrier recommandé cet après-midi. Le délai de 30 jours commençait. Comme sur Q, mon téléphone sonna. La photo de contact de Marisol, une photo souriante de notre dîner d'anniversaire il y a 2 ans, apparut à l'écran comme un fantôme d'un passé plus heureux. Je la laissai tomber sur la messagerie, mais elle rappela immédiatement. Mais réponds, suggéra Priya, mais en mettant le haut-parleur. Je veux être témoin de cette conversation. J'appuyai sur le haut-parleur et essayai de me préparer à la manipulation émotionnelle qui allait m'arriver par téléphone. Bonjour, Marisol. Tu poursuis ma famille en justice. Sa voix était chargée de colère et de quelque chose qui aurait pu être des larmes, mais j'avais appris à ne plus faire confiance aux larmes de Marisol. Elles avaient tendance à surgir dès que l'accès de sa famille à mon argent était menacé. Je te demande. Le remboursement, ai-je dit d'une voix calme. Poursuivre en justice est la 2e étape. S'en est suivi un cours magistral de 10 minutes sur la culpabilité, la manipulation et le chantage affectif. Elle a parlé de loyauté et de sacrifice, du soutien mutuel des membres d'une famille dans les moments difficiles, de ma mesquinerie et de ma vindicte à propos de l'argent que nous pouvions nous permettre de donner. Elle a utilisé tous les arguments que j'avais entendus une douzaine de fois, toutes les excuses qui avaient fonctionné par le passé pour me culpabiliser de vouloir ma propre sécurité financière. Mais assise dans le bureau de Priya, devant 86 000 $ de preuves documentées prouvant que mon mariage était devenu une transaction commerciale où j'étais la seule à payer. Quelque chose avait fondamentalement changé. Je suis fidèle à ceux qui me sont fidèles, ai-je dit lorsqu'elle a finalement pris une pause pour commencer à souffler. Les personnes fidèles assistent aux 40 ans de leur mari. Puis j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré, avec un message vocal de Grégory.
Je l'ai mis sur haut-parleur et je l'ai écouté parler de respect entre hommes, de la façon dont les vrais hommes gèrent les choses différemment et de sa déception. Mon comportement. J'ai sauvegardé le message et j'ai regardé Priya. Preuve, confirma TL. Le respect a désormais une ligne budgétaire. Les semaines suivantes ont été comme assister à une masterclass, et j'ai vu à quelle vitesse les priorités peuvent changer lorsqu'on leur coupe l'accès à l'argent gratuit. C'est incroyable à quel point la famille Aïe a soudainement fait preuve d'ingéniosité lorsqu'elle a réalisé que sa banque personnelle, c'est-à-dire moi, avait officiellement fermé ses portes et ne prélevait plus aucun dépôt sur le compte Karma. Le premier signe que ma mise en demeure avait atteint son objectif est apparu exactement 3 jours après la signature de Prius. Je consultais les annonces immobilières en ligne pendant ma pause déjeuner. Non pas parce que je prévoyais de déménager, mais parce que j'étais curieuse de savoir ce que 86 000 $ auraient pu m'offrir en termes de biens réels au lieu de financer le style de vie d'autres personnes. Quand j'ai reçu un SMS de Bianca, vous avez vu? Ils ont annoncé le chalet. Il y avait un lien vers une annonce immobilière pour le chalet de week-end de Grégory et Patrice dans les montagnes. Vous savez, le même chalet où ils organisaient des réunions de famille depuis des années. Celui dont Grégory parlait toujours. Légué à ses petits-enfants un jour. Celle que Patrice avait décorée avec des meubles rustiques qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Le prix affiché était de 42 000 $, soit environ la moitié de ce qu'ils avaient payé, mais les gens désespérés n'obtiennent généralement pas le meilleur prix pour leurs biens. J'ai fait une capture d'écran de l'annonce et je l'ai envoyée à Priya avec le message « Progrès ». 2 jours plus tard, Luis Ortega, de mon équipe, m'a dit avoir vu une moto vintage à vendre sur Craigslist qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celle dont Grégory se vantait toujours. Une belle moto, a dit Luis. Un vieux la vendait bien moins cher que sa valeur. Il semblait vraiment désespéré de la vendre vite. J'ai consulté l'annonce et, effectivement, il y avait la Pride and Joy de Grégory, une Harley-Davidson de 1973 qu'il avait restaurée lui-même et qu'il aimait plus que certains n'aiment leurs enfants. Le prix demandé était de 8 000 $, soit probablement la moitié de sa valeur réelle. Grégory avait passé 3 ans à la reconstruire de A à Z, et maintenant il la vendait comme s'il fuyait. Le pays. Mais mon développement préféré, personnellement, est venu des tentatives de plus en plus créatives de Bianca pour se sortir du trou noir qu'elle avait contribué à creuser. Elle m'a envoyé un texto si désespéré qu'il méritait presque un prix de créativité. Dis donc, Jared, je sais que les choses sont bizarres en ce moment, mais si je pouvais trouver une solution avec le stock du magasin? Il me reste encore beaucoup de pièces de la boutique qui n'ont jamais été vendues. Du haut de gamme, de la vraie valeur. On pourrait peut-être faire jeu égal avec une partie de ce que je dois. Le stock du magasin. Elle voulait me rembourser avec les vêtements invendus de son entreprise ratée. Ces mêmes vêtements qui n'avaient pas été assez bons pour empêcher sa boutique de faire faillite étaient censés régler une dette de 15 000 $. L'audace était si époustouflante qu'elle en était presque artistique. J'ai transmis le texto à Priya sans commentaire, car parfois, les preuves parlent d'elles-mêmes. Mais le véritable chef-d'œuvre de désespoir est venu de Trevor, qui a apparemment décidé que notre ancienne relation de beau-frère signifiait que nous étions des amis capables de régler les choses par une simple conversation par texto. Mec, on est une famille. Il m'a envoyé un texto à 23h30 un jeudi soir. Probablement après que quelques verres l'aient convaincu que le charme et la fraternité pourraient résoudre son problème de 12 000 $. Toute cette histoire juridique est dingue. On ne pourrait pas trouver une solution entre nous? Tu sais, ça finira par me convenir. Finalement. C'était le mot magique qui m'avait mis dans ce pétrin. C'est comme ça que la réparation du toit de Grégory s'était transformée en cadeau permanent. C'est comme ça que le prêt commercial de Bianca s'était transformé en don pour sa certification de yoga. Finalement, c'était le mot préféré de la famille Aïe. Juste après, urgence, et juste pour cette fois, j'ai écrit, alors fais comme si. Bref, concis et direct. Parce que si Trevor voulait jouer la carte de la famille, il pourrait commencer par se comporter comme quelqu'un qui se soucie vraiment des relations familiales plutôt que de se contenter des comptes en banque familiaux. La semaine suivante, Louis m'a traîné à la salle de sport après le travail, probablement parce qu'il avait remarqué que je passais mes pauses déjeuner à faire des recherches. J'utilise des stratégies de contentieux plutôt que de manger de la vraie nourriture. Louise est de ces personnes naturellement optimistes qui pensent que tous les problèmes peuvent être résolus avec suffisamment d'endorphines et de boissons protéinées. Et honnêtement, j'étais prête à tout essayer, sauf une thérapie familiale ou des applications de méditation. Tu es plus tendu qu'une montre suisse,
m'a-t-il dit alors que nous nous échauffions sur le tapis de course. Quoi qu'il se passe à la maison, il faut que tu brûles un peu de ce stress avant qu'il ne te tue. Il avait raison. J'étais tellement en colère et frustré que j'avais les épaules voûtées en permanence, comme si je me préparais à la prochaine embuscade financière. Une heure passée à soulever et reposer des objets lourds a fait plus de bien à mon état mental que n'importe quelle analyse rationnelle ou stratégie juridique. Les endorphines ont fait un travail magique, chassant l'anxiété constante qui était devenue mon état émotionnel par défaut. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais comme un être humain, et non comme un distributeur automatique stressé et abandonné. En rentrant de la salle de sport, j'ai croisé Madame Okoye, ma voisine d'accent grave côté. Elle est comme ça. Une petite Nigériane qui réussit à cultiver le plus beau jardin du quartier et qui semble toujours savoir exactement ce qui se passe dans la vie de chacun sans être indiscrète. Jared, m'a-t-elle lancé alors que je consultais mon courrier. J'ai encore fait trop de rigalaf. Tu en emportes un peu. Elle m'a fourré une assiette emballée dans du papier aluminium dans les mains avant que je puisse protester, et l'odeur était absolument incroyable. Madame Okoye, vous n'êtes pas obligée. N'importe quoi, m'a-t-elle interrompu en agitant la main d'un air dédaigneux. Vous avez l'air trop maigre et trop inquiète. Parfois, le meilleur remède contre l'inquiétude, c'est la bonne nourriture et de bonnes limites. J'ai dû avoir l'air surpris, car elle a souri et m'a tapoté le bras. Les limites sont la barrière qui empêche les chèvres d'entrer dans votre jardin, a-t-elle dit. Sans la barrière, les chèvres mangent tout et ne vous laissent que de la terre. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Un vrai rire venu du plus profond de ma poitrine, au lieu des rires sarcastiques et amers qui étaient devenus ma réponse habituelle à l'absurdité. Merci, Madame Okoye, pour la nourriture et la sagesse. La nourriture est gratuite, dit-elle avec un clin d'œil. La sagesse coûte plus cher, mais pour toi, aujourd'hui, c'est gratuit. Ce soir-là, j'étais assise dans ma chambre d'hôtel, mangeant le meilleur riz jollof que j'ai jamais goûté et consultant mes emails. Priya avait envoyé une mise à jour. Des paiements partiels totalisant $19 000 avaient été crédités sur le compte. Grégory avait vendu des actifs. Bianca avait liquidé quelque chose. Trevor avait apparemment emprunté à des amis. C'est un début. 19 000 sur 86 000. Même pas le quart de ce qu'il me devait. Mais c'était un progrès. Plus important encore, c'était la preuve qu'il pouvait trouver de l'argent quand il le fallait absolument, ce qui signifiait que toutes ces années où nous n'en avions tout simplement pas eu avaient été terminées, répondis-je à Priya. C'est un début. Quelle est notre prochaine étape? Une ligne avait été tracée, et pour une fois, c'était moi qui tenais la craie. 3 semaines après le début de ce que j'avais commencé à appeler la liquidation de la grande famille, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à me sentir à nouveau normal. Pas la fausse normalité que j'avais assumée pendant des années pendant que mon compte en banque se vidait à cause des urgences des autres, mais la vraie normalité. Le genre de normalité où l'on peut faire des projets sans se demander s'il nous restera assez d'argent après que la crise de quelqu'un d'autre aura frappé notre 20 mots. Alors, quand Anita a suggéré d'organiser une soirée bowling en équipe, j'ai accepté sans consulter mon téléphone pour les conversations de groupe familial ni me demander combien la dernière intervention médicale de Grégory allait me coûter. C'était révolutionnaire d'accepter cette invitation sociale uniquement parce que j'avais vraiment envie d'y aller plutôt que parce que je pouvais me permettre le piège financier qui m'attendait à la maison. Le bowling était un de ces endroits qui avaient probablement la même apparence qu'en 1987. Des néons, une moquette en polyester qui avait connu des décennies meilleures, et le genre de musique d'ambiance qui vous rendait nostalgique d'une époque où vous n'étiez même pas encore en vie. Mais vous savez quoi? C'était parfait. Le bourdonnement des néons ressemblait à la bande-son d'une vie qui m'appartenait enfin, sans que personne ne me demande de financer sa part de la facture d'électricité. Je faisais la queue pour mon deuxième bowling, m'amusant pour la première fois depuis des mois, quand j'ai aperçu quelqu'un de familier 2 pistes plus loin. Grégory aille se déplacer plus lentement que dans mes souvenirs, avec cette prudence prudente qui accompagne une blessure ou le poids des conséquences qui vous rattrape enfin. L'espace d'un instant, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Ça aurait été facile. Le bowling était bondé, l'éclairage tamisé, et j'aurais pu me concentrer sur ma partie jusqu'à son départ. Mais quelque chose dans sa façon de bouger, ses épaules voûtées comme s'il portait quelque chose de lourd, m'a fait réfléchir. Il a attiré mon regard avant que je puisse décider de le reconnaître ou non. Et pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés fixement par-dessus 2 pistes de moquette polyester et ses histoires familiales. Puis, à ma grande surprise,
il a posé sa boule et s'est approché. Jared, a-t-il dit d'une voix plus faible que je ne l'avais jamais entendu. L'assurance débordante à laquelle je m'étais habitué pendant 8 ans de dîners de famille et de fêtes de fin d'année avait disparu. C'était un homme qui avait vendu ses biens les plus précieux pour payer des dettes auxquelles il ne s'attendait pas, Grégory, ai-je répondu d'un ton neutre. Je n'allais pas être impoli. Nous étions en public et je ne suis pas mais je n'allais pas non plus faire semblant de nous croiser par hasard lors d'une soirée amicale plutôt qu'au milieu d'une gestion financière que j'avais été obligé d'engager. Il a levé les mains en signe de reddition, paume tournée vers moi. Jared, j'ai eu tort d'ignorer ton anniversaire, a-t-il dit. Et ces mots sont sortis comme s'ils avaient été répétés, mais aussi comme s'ils lui avaient coûté quelque chose à dire. Je suis désolé. Désolé. Grégory Haye, l'homme qui ne s'était jamais excusé de quoi que ce soit en 8 ans de relation, se tenait dans un bowling et me disait qu'il était désolé. Pas désolé de m'avoir traité comme un distributeur automatique.